y est, on va pouvoir commencer une formule hybride qui explique le peu de personnes présentes malheureusement en physique sur des sujets. Donc, on a fait le choix avec le comité d'organisation et notamment à Catherine qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui pour des raisons bien indépendantes de sa volonté, et qui a beaucoup contribué à la mise en place de cette journée et au programme. Et notamment, on a essayé de faire un programme plus léger que l'année dernière pour qu'il y ait un peu plus de place aux discussions et aux échanges. Je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà, donc grand merci aux associations qui nous aident et nous soutiennent financièrement et matériellement. Donc, E3M, partenaire historique, la SFC et Résiste maintenant. Et puis, les personnes qui ont du comité, enfin, qui ont travaillé dans le comité d'organisation des journées scientifiques, Catherine, donc, je vais parler, qui va être là, Soisy, Lara, Florence, et je les remercie beaucoup parce que c'est vrai, et notamment Lara qui a imposé qu'on envoie une présentation avant. C'est la première fois que je fais ça. Sinon, je termine dans le train ou juste avant de passer. Voilà, c'est une nouvelle habitude qu'on vient de peut-être prendre. Voilà, donc je ne sais pas si les représentants des associations veulent dire un mot. Bonjour, Robert Schnack, président de la SFC. D'abord, je suis très fier d'être présent aujourd'hui, parce qu'elle a contribué, elle a participé à la mise en place de cette journée. Il y a 15 jours, j'étais dans ce même amphi pour notre journée des fatigues, dont l'objet, c'est principalement d'améliorer l'évaluation et la prise en compte de la fatigue. Aujourd'hui, on est dans un côté plus clinique. On espère des améliorations de traitement et voire des guérisons. Mais voilà. Donc, j'en profite pour remercier les chercheurs, les médecins et les soignants. Bonne journée. Merci beaucoup, Robert. Je rajoute juste que j'ai pas pu être présent à la journée des fatigues, malheureusement, parce que c'était l'évaluation, une des étapes d'évaluation de notre équipe de recherche. Je me devais d'être présent. Bonjour. Donc, je représente l'association Résiste. Alors, un petit rappel par rapport à ce qui existe, parce que il y a d'autres personnes que les lumières et puis voilà, c'est historique. Donc, nous, c'est un moyen en termes de problématiques liées à un produit de santé, c'est un moyen de contraception qui a donc été posé à des femmes qui globalement étaient en bonne santé et qui du coup génèrent différents symptômes qui peuvent être liés à la fatigue chronique ou d'autres pathologies. Sous la chaîne tout ça, mais surtout, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'implant Essure, de contraception définitive, en aucun cas, il était à but curatif chez nous. Donc, ça a impacté des personnes qui étaient en bonne santé. Pourquoi nous sommes là, du coup, parce que nous avons la que nous avons en commun avec l'association collaborateur d'hiver, mais parce que on se penche effectivement sur un lien toxique comme le troisième pour schématiser, et aussi voilà, par solidarité avec les autres associations, pouvoir répondre à nos membres qui se retrouvent malgré l'explantation qui est donc chirurgicale, de l'implant, qui peut être donnée suite à une opération assez lourde. Il y a parmi nos adhérentes des personnes qui se retrouvent avec d'autres problématiques de santé. Donc voilà, on cherche des pistes et on essaye
d'apporter des réponses à chacune de nos demandes, en sachant que lorsqu'on on a une explante l'implant, majoritairement les femmes vont venir après l'exploitation. Voilà, c'est un petit rappel au sujet de qu'est-ce qui résiste et quel est son objectif. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, bonjour à tous. Ravi d'être là au milieu de vous et au milieu pour vous faire plaisir. Mais comme j'ai fini, je laisse la place à Jérôme. Donc c'était une petite introduction sur d'abord le programme de la journée avec un temps dédié au Covid long qui est quand même une problématique qui est omniprésente maintenant, hein, qui est vraiment un des gros problèmes auxquels nous sommes confrontés. Une conférence de Karen Benistan sur le syndrome d'Ehlers-Danlos qui est un questionnement pour beaucoup de patients et de médecins chez des patients qui posent une symptomatologie qu'on rattache au trouble du spectre de la fatigue chronique. On aura une coupure et on aura l'après-midi, en début d'après-midi, une conférence de Carmen Scheibenbruggen, qui est professeure d'immunologie à la Charité à Berlin, qui est le grand CHU allemand, même berlinois l'espèce, mais qui est allemand, et qui est donc une immunologiste et qui est spécialiste du syndrome de fatigue chronique et qui s'est énormément investi dans la Covid et le Covid. Et puis on terminera par une session neuropsychologie avec, on va vous montrer des choses un peu différentes, je pense. Donc je vous ai fait une petite recherche sur ce qui était publié qui a été indexé dans PubMed, donc qui est la référence du NIH sur la publication médicale. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023 et 24, j'inclus, parce qu'il y a déjà des publications qui sont indexées 24, hein, qui sont accessibles, mais indexées 2024. On a 623 résultats pour l'encéphalomyalgie qui est le syndrome de fatigue chronique. On en a 1449 simplement pour le Covid long, en prenant le terme bien restrictif de post-acute Covid syndrome. Parce que si vous mettez le Covid long, on a à la fois long et Covid qui sort, et c'est pas très pertinent. Donc 1449, vous voyez déjà la prégnance du Covid long dans les publications et l'intérêt quand même pour le topic qui a été ravivé à la suite de la Covid, pour les troubles du spectre de fatigue chronique. Donc cette année, il y a eu la deuxième rencontre organisée par la Charité sur le syndrome de fatigue chronique et schématiquement, il y a eu plusieurs sessions, enfin c'était une journée, hein, c'était plusieurs sessions qu'on focusait sur les relations entre le syndrome de fatigue chronique et le syndrome et le Covid long. Tout un focus sur l'auto-immunité, mais ça sera, je ne vais pas rentrer dans le détail, et notamment le lien avec l'autonomie, ça sera l'objet de la conférence de Carmen Scheibenbruggen. Le dysfonctionnement endothélial, qui est un truc complexe, alors peut-être qu'on en parle ultérieurement, c'est peut-être quelque chose qu'on aura discuté, qui était bien identifié dans le Covid long. Et endothélial, excusez-moi pour ceux qui sont pas les profanes, c'est les cellules qui tapissent l'intérieur des souches et notamment des petits capillaires. Et donc, ça fait référence à des troubles microcirculatoires. La question des réactivations virales et puis les traitements, notamment, il y avait plusieurs communications sur l'immunothérapie avec, elle nous en parlera, Carmen Scheibenbruggen, mais avec des résultats un peu mitigés, mais peut-être quelques espoirs avec le datamimab. Donc, j'ai tiré deux présentations dont je voulais vous parler. Ce qui était intéressant, c'était cette présentation du Taberens qui est à Munich, qui a fait qui d'abord a fait un petit focus sur un rappel sur la prévalence. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que la Covid, en fait, l'apparition de la pandémie, a fait augmenter singulièrement le nombre de cas.
et ça montre bien la nécessité de comprendre et traiter et prendre en charge les patients, comprendre la pathologie, traiter et prendre en charge les patients. Et elle avait recité que des études qui étaient donc d'avant la pandémie indiquaient qu'il y avait, vous voyez, plus de 80% des patients qui étaient en fait sans diagnostic. Alors ils ont mis en place à Munich une stratégie, vous voyez, donc ils ont donc le caractère handicapant du syndrome de fatigue chronique, elle l'a rappelé, vous voyez, avec un impact sur la vie quotidienne et sur le travail, surtout sur la majorité des gens qui sont incapables de travailler, et la plupart qui restent confinés chez eux, en tout cas qui ont très peu d'activité. Et donc ils ont proposé une grille clinique qui reprend les principaux items et qui est finalement pas mal si on veut screener les patients d'une manière simple, c'est faisable en consultation, en rappelant évidemment qu'il y a, il faut un des défis quand on voit des patients qui ont des syndromes de fatigue chronique, c'est d'exclure une autre cause. Et ça, c'est évidemment un problème majeur, parce que on peut faire une recherche d'étiologie, on dit, de cause qui est centrale, qui n'arrête jamais, puisqu'on ne trouve pas la cause, puisque c'est un syndrome de fatigue chronique, on n'arrête jamais de la chercher. Donc ça, c'est un peu, ça se mord la queue, donc il faut arriver à identifier une liste de maladies qui peuvent être de manière crédible associées à une fatigue chronique ou en imposer pour un syndrome de fatigue chronique. Il faut savoir jusqu'où on va, il ne faut pas se passer de certaines explorations, comme par exemple, ça c'est le biologiste qui parle, comme la biopsie musculaire, puisqu'on fait des diagnostics très intéressants. Alors peut-être que je fasse une revue là-dessus. Il n'y a pas que la myofasciite à macrophage en cause, ça existe. On a encore diagnostiqué une la semaine dernière, donc ce n'est pas du tout des affaires inexistantes, mais d'autres pathologies, voire des pathologies génétiques méconnues. Donc, je veux dire, il y a vraiment le travail d'investigation, de diagnostic est très important. Les échecs de fatigue, donc, on ferait passer aux patients qui sont des autoquestionnaires, et il y a des tas d'échecs clinimétriques qui peuvent être utilisés, mais vous voyez, ça alourdit singulièrement le temps de prise en charge des patients, ce qui n'est pas simple, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réuni certains éléments vous voyez, de tests fonctionnels qui pourraient être une sorte de camailleux de biomarqueurs, avec, par exemple, la recherche de la POTS, tachycardie, la syndrome de tachycardie posturale, les dysfonctionnements endothéliales, qui alors là sont des techniques plus complexes. Alors évidemment, ils sont pionniers dans le domaine, c'est plus simple de le faire, mais je pense que ça, c'est pas encore utile. Les tests d'effort, la microcirculation rétinienne qui analyse avec des données là encore sur lesquelles on pourra éventuellement carrément faire des présentations. Et puis la force sur le hand grip. Alors c'est vrai que moi je le fais pas systématiquement, mais c'est un test qui est pas mal et qu'il faudra penser à faire en routine. Un point très intéressant qu'elle a noté, c'est ce qu'on ne fait jamais, c'est de refaire des grilles diagnostiques. Une fois qu'on a le diagnostic, on dit bon, c'est bon, on a le diagnostic, le patient répond aux critères, c'est bon. En fait, on s'aperçoit que c'est quand même ces grilles sont aussi un relevé de symptômes et qu'on peut voir évoluer le profil clinique du patient avec le temps, et notamment certains patients qui peuvent s'améliorer, il y a des raisons de s'améliorer, et ça c'est particulièrement vrai dans les collisions où ça a été noté. Alors, une deuxième présentation, c'est celle de Carsten Finke que j'avais prise, qui est de la Charité, qui est neurologue de la Charité, et qui a étudié spécifiquement la cognition et l'IRM dans les post-Covid. Vous voyez, il a étudié 50 patients.
donc qui ont eu des Covid et qui gardaient des troubles après la Covid. Et ce qu'il a montré, ça ne va pas vous surprendre. Il a trouvé des anomalies cognitives, donc chez ces patients qui avaient des Covid longs, affectant l'affluence verbale, la mémoire interne, l'apprentissage. Et il a trouvé aussi sur les fonctions exécutives. Et puis, je pense que l'UALTAS, ça correspond aux désinhibitions, tâche duale. D'accord. Et l'attention, voilà. Oui, oui, c'est la même chose. Oui, c'est compliqué. En tout cas, voilà, c'était assez intéressant parce que ça nous conforte dans notre approche. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils font de l'IRM, ils font pas de la tête. Mais dans l'IRM, ils ont fait un traitement particulier. Notamment, ils ont analysé à la fois le volume de structure cérébrale et l'organisation structurale. Alors, l'organisation structurale, c'est les reconstructions qu'on fait, c'est les tenseurs de diffusion. Pour ceux qui avaient assisté, qui sont des fidèles des journées, on en avait montré des exemples de tenseurs de diffusion à myostatique à macrophage. Mais le problème qui se pose, c'est on ne peut pas analyser, on n'a pas de valeur de référence, et qu'il faut donc soit les corréler sur une série avec des paramètres cliniques comme ils l'ont fait, soit comparer les groupes. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont montré qu'en fait, plus il y avait des niveaux de fatigue, vous voyez, en fait, c'était corrélé, c'est inversement corrélé aux symptômes. Donc, une corrélation entre des anomalies structurelles donc de volume et de structure au niveau des noyaux gris-centraux, thalamus et ganglions basaux en espèces cutanènes, qui sont donc plus des organisateurs de la fonction cérébrale. Voilà, et donc des éléments de prédiction de la fatigue post-Covid et des déficits cognitifs post-Covid. Vous voyez, ils ont réussi à séparer ça. Ils ont vu que le nombre de symptômes dans un Covid aigu, le fait d'avoir une dépression, d'être une femme, d'être plus jeune et d'avoir une pathologie neuropsychiatrique, c'est exposé à faire une fatigue post-Covid. Et à l'inverse, les gens qui faisaient des déficits cognitifs, ils étaient plutôt plus vieux, avaient un niveau socio-éducatif moindre, avaient là encore une maladie neuropsychiatrique existante, et puis étaient plutôt des hommes. Un des intérêts de son travail, c'était le suivi longitudinal à un an, et ce qui montre, alors c'est pas du tout, je vais changer, excusez-moi, faut que je regarde. Là, sur la droite, vous voyez, en haut, c'est le niveau de fatigue et en bas, c'est l'avocat, hein, c'est une échelle de cognition. Et en fait, on voit qu'on a des patients qui vont s'améliorer, qui vont améliorer leur performance à un an. Donc, quelque chose qui a une certaine réversibilité pour la personne. La communication de Louis Nacul, qui est maintenant au Canada, qui travaille au Canada, qui avant était à Londres, et qui était membre du réseau Romaine, où j'ai fait sa connaissance. Et donc, voilà, il a rappelé des recommandations de Romaine que je crois être bonnes à rappeler, c'est-à-dire qu'il faut 2 à 4 spécialistes des troubles du spectre de la fatigue chronique pour 1 million de personnes de population, hein, par million d'individus. On est très loin du compte, hein, chez nous. Des équipes multidisciplinaires pour prendre en charge les patients, voilà, et il faut des centres dédiés. Donc, je pense que c'est relativement intéressant actuellement de rappeler ces considérations qui étaient publiées en 2021 et qui sont toujours bien loin d'être mises en place en France. Alors que ça existe au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne,
à la Colombie-Britannique, là où travaille maintenant Estacul, puisqu'il a été recruté pour cela. Voilà, je vous remercie. Et puis, écoutez, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, c'est après le Covid. Et parfois, vaccin Covid ou uniquement Covid attesté. Covid attesté. C'est Covid, non. Non, il n'y a pas de, on fait pas de confusion. Enfin, ça, c'est un autre sujet, effectivement, qui a un problème en soi, qui est difficile. Mais sur ce dont tu parlais, c'était vraiment des patients collectifs. Oui. Aujourd'hui, en France, vous disiez 2 à 4 spécialistes pour 1 million de personnes. On est à quoi, grosso modo? Voilà, on est très en dessous de ça. Alors, on peut avoir une lecture, comment dire, politique de la chose, qui est de dire, s'il y a des spécialistes, il y a des services de médecine interne, dans tous les CHU, dans tous les hôpitaux. Mais les services de médecine interne font un travail qui est de grande qualité. Hein. Je ne discute pas ça, mais c'est essentiellement une démarche diagnostique. Donc, ils font les bilans d'évaluation. Ils sont capables de dire que les gens ont polyarthrite rhumatoïde ou non pas. Enfin, ils arrivent à faire tous ces bilans. Et après, sur l'évaluation même du patient axé sur la fatigue chronique, les évaluations cognitives, tout ça, je dirais qu'il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire que souvent leur intervention s'arrête au niveau des diagnostics. Voilà, c'est d'autant plus que dans la mesure où il n'y a pas de traitement de référence, il n'y a pas de poursuite à prise en charge. Oui. Les années passées nous ont montré que vous avez, avec les lignes établies des cartographies des symptomatologies pour ce qui traite le 3M, enfin, la MFM. Oui. Est-ce que il y a un travail de cette nature, de cette qualité sur la topographie des syndromes cognitifs, des Covid longs? En gros, ma question, c'est, le SFC, c'est un magma assez important ou ça devient de plus en plus précis? Pardon, oui, c'est pour les... Je peux reposer la question? C'est pour ceux qui ne sont pas là. Pardon, ceux qui sont en vidéo, je recommence. Ma question est la suivante. Y a-t-il, les SFC post-Covid, des études précises, comme celles que vous nous avez exposées des années précédentes, sur les MFM, avec la cartographie, je pense que ça avait dit sur les 4, précisément, séries de malades MFM. Merci. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est quand les patients ont une plainte de type fatigue chronique, on les explore tous de la même façon. Donc, on a un travail rétrospectif sur les plateformes Covid long, mais qui est avec les limitations d'évaluation dans le cadre du soin. Donc, ça, vous verrez, c'est la présentation de Jean Parcours. Et puis, d'autre part, il y a un projet de recherche qui s'appelle Cognicovid, qui est dédié exactement à ça. Je parle là. Merci. D'autres... Ok, ben, je vous propose que on enchaîne avec les présentations plus position. Donc, comme je garde les mêmes templates, enfin, les mêmes masques, évidemment, je vais garder le titre d'une ancienne présentation. Bon. Donc là, j'ai repris ma petite interrogation de PubMed, et vous voyez que depuis 1951, on a 10 000 articles traitant 10 683 articles traitant d'encéphalomyalgie et syndrome de fatigue chronique, et que sur la période
depuis qu'est apparue la Covid, c'est-à-dire 2020, c'est une période de 3 ans, eh bien, on a 3271 articles traitant, publications ayant trait au syndrome Covid long, post-acute Covid syndrome. Donc, vous voyez que l'impact en intérêt a été sans commune mesure. Ça, c'est vraiment un effet. Donc, il y a quand même un effet, des retombées potentiellement positives pour le syndrome de fatigue chronique, puisqu'il y a je pense quand même, et c'est mon optimisme habituel, une prise de conscience de l'intérêt d'avoir des stratégies d'investigation et de prise en charge des patients qui soient adaptées, qui soient vraiment dédiées aux patients qui ont des troubles du spectre de la fatigue chronique, quel que soit le contexte. Et quand vous regardez, vous faites l'interrogation de la base de données du NIH qui recense les essais cliniques, et tout le monde inscrit les essais cliniques dans cette base clinicaltrials.gov, donc les Français aussi, eh bien, on voit que pour le syndrome de fatigue chronique, vous avez 161 études qui sont enregistrées, qu'elles soient actives ou fermées, closes. Et vous en avez pour le syndrome post-Covid 377 qui montrent le poids respectif des deux conditions dans l'intérêt scientifique. Donc, le Covid long, donc si on se place sur les patients français, ça c'était une revue qui avait été publiée en 2021, reprenant 1137 patients. Les 10 symptômes analysés étaient fatigue, dyspnée, douleur articulaire musculaire, céphalée, toux, rhinorrhée, agueusie, anosmie. Et à 6 mois, on voyait que 80% des patients qui avaient été hospitalisés avaient encore moins de symptômes, 25% 3 symptômes ou plus, 2% qui avaient requis une nouvelle hospitalisation, 7% qui avaient encore une agueusie ou une anosmie. Et les patients, quand on regardait s'ils avaient repris leur activité professionnelle, on s'apercevait qu'à 6 mois, il y avait 29%, 30% des patients qui étaient toujours en arrêt de travail. Alors, la typologie des symptômes, alors là, j'ai un peu de mal à la voir. Donc, ce que vous allez voir quand même, et ce qui est intéressant, vous voyez, le bleu, c'est au moment où ils sont hospitalisés, les patients hospitalisés, le vert à 3 mois, le rouge, c'est à 6 mois. Et ce qui est intéressant dans notre propos, c'est plutôt de regarder ce qu'on a à 6 mois et vous allez trouver, vous voyez, la fatigue, la dyspnée qui est une particularité quand même qu'on trouve chez ces patients, les douleurs articulaires, les myalgies, les maux de tête, et puis on va trouver aussi, évidemment, on aura les troubles cognitifs qu'on voit pas là. Et puis, ce qui était important, c'est que là, tous les symptômes respiratoires hauts, comme on dit, enfin, les maladies supérieures, ils étaient très présents à la phase aiguë, évidemment, quand on regarde ça c'est une autre étude qui était une étude chinoise qui a été publiée en 2021. On voyait que les symptômes les plus fréquents, il y avait de la fatigue, il y avait une transpiration, c'est-à-dire des sueurs inappropriées, sensation d'oppression thoracique, une anxiété, des douleurs musculaires. Et les facteurs de risque pour la fatigue, c'était l'âge, le genre féminin, la sévérité de la maladie en cas d'hospitalisation. Ce qui est quelque chose qui m'a toujours intrigué, ça, parce que je pense qu'il y a des typologies de patients qui sont pas bien repérés, c'est-à-dire encore, il y a des patients qui font au contraire des Covid très bénins, voire asymptomatiques, et qui vont développer des troubles à Covid long, et qui posent tout autant de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que la prévalence du Covid long, elle a été notée comme étant similaire dans les pays, comme on disait avant développés, maintenant on dit à haut revenu, comparé aux pays à revenu moyen ou faible, et donc les pays émergents. Et ça, c'est intéressant parce que ça
ça pointe que c'est vraiment un phénomène qui est très lié à la Covid. Éventuellement des particularités individuelles, des facteurs de prédisposition individuelle, mais que c'est pas un facteur d'environnement ou de social ou d'accès aux soins, etc., comme on le dit parfois un peu rapidement. Bon, la panoplie des symptômes, elle est extrêmement disparate, mais on retrouve, comme vous voyez, toujours les mêmes symptômes de manière assez importante. Vous allez retrouver la fatigue, vous allez retrouver les douleurs musculo-articulaires, les troubles cognitifs, et puis il y a pas mal de manifestations un peu autres qui sont importantes à prendre en charge. Et là encore, il y a probablement une stratification des patients à faire. Alors pourquoi une stratification? Ça avait bien été identifié par Young et les collaborateurs. Il avait dit, quand on parle de syndrome post-Covid, on parle de ce qui va se passer 28 jours après et plus, après l'infection. Mais en fait, c'est des choses très différentes. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte quand on parle de Covid long, c'est de savoir de quoi on parle et quand les patients sont évalués. Parce que c'est tout à fait différent, et notamment quand vous regardez les différentes catégories que ces auteurs ont mis en évidence. Vous voyez, les séquelles multi-organes de colique non céllaire, la fibrose pulmonaire, les syndromes de fatigue chronique, le syndrome de tachycardie posturale, le syndrome post-réa, et puis les séquelles médicales ou cliniques sans autre précision. Si vous on connaît bien, c'est les gens qui sont passés en réa et les patients Covid, ils ont fait 15 jours, 3 semaines d'intubation-ventilation. C'est extrêmement violent pour un organisme. Ils sortent tous avec des atrophies musculaires et une incapacité. Ils mettent beaucoup de temps à récupérer. Et cela, il faut leur faire une pratique de réadaptation à l'effort parce que c'est ce dont ils ont besoin, de récupérer de la masse musculaire. Par contre, c'est complètement différent de ceux qui ont évidemment un tableau qui est d'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, et quand on les met, cela, on les envoie comme on l'a fait, hein, je peux vous le certifier, on leur dit, on va vous faire un programme de réadaptation d'effort, on les met sur des bicyclettes, et on veut les faire pédaler toute la journée, et bien, vous aggravez la situation. Donc, très clairement, on a cette ambivalence cette ambiguïté sur la définition du Covid long, qui, je crois, est assez importante à noter. Il faut être, là encore, assez prudent. En tout cas, savoir faire des groupes, autant que faire se peut, homogènes. Donc, Dominique Salmon-Serron, on l'avait revu, c'était une des toutes premières publications sur les syndromes les plus fréquents dans la première cohorte de patients Covid long. Vous voyez, il y avait quand même 70 patients, on était au tout début. Et elle avait identifié des symptômes neurologiques, notamment les troubles cognitifs, la fatigue, les manifestations, les symptômes cardio-thoraciques, la toux, l'oppression thoracique, les palpitations, et puis des douleurs musculo-articulaires, c'est un quart des patients. Et donc, il y avait des similitudes fortes entre le syndrome, le Covid long, le PAX et le syndrome de fatigue chronique. Mais en fait, il y a des différences dans la structure des symptômes et ils sont pas exactement similaires. Je pense que c'est tout important de garder en tête, même si ça n'a pas été tout le temps bien caractérisé. Les critères de l'HAS qu'on utilise encore. Hein. Donc, 3 critères requis. Le fait d'avoir fait un épisode initial symptomatique de la COVID-19. Alors là, c'est un peu compliqué parce que il fallait tenir compte du fait qu'on incluait les patients avant qu'il y ait eu des PCR. Vous pouvez les inclure quand même, donc il y a des critères radiologiques. Bon, voilà, sérologie SARS-CoV-2 ou anosmie agueusie prolongée de survenue brutale, scanner thoracique typique. Voilà, ça c'est pour les cas très 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 précoces. Enfin très précoces dans l'histoire, hein, ceux de mars-avril 2001. Mais globalement, maintenant,
c'est un antécédent de détection PCR ou antigénique positif qui est quand même le plus fiable. Présence d'au moins un des symptômes initiaux au-delà de 4 semaines. Donc ça exclut par exemple des gens qui aient fait des Covid asymptomatiques. Vous voyez, c'est une limite. Et des symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic, ça aurait été mieux sans S, sans lien connu avec la Covid-19. Et donc, les symptômes prolongés les plus fréquents, comme l'a noté donc la chaise, qui avait noté que c'était 10% des patients qui avaient contracté la Covid. Ce qui, si vous dites, il y a toujours la Covid, on va bientôt être à, je sais pas combien on est d'habitants maintenant en France, mais on est à 60 millions, puis 60, on va pas être loin de, vous voyez, si 8% commence à arriver à des chiffres qui sont conséquents, puisqu'on si on a la moitié de la population qui a contracté la Covid, ce qui, je pense, est réaliste, 30%, voilà, on est à des, ça veut dire qu'on a 30 millions, on est à 3 millions de Français qui peuvent avoir un Covid long. Et les symptômes, vous avez noté, par exemple, une fatigue majeure, des troubles de la concentration et de la mémoire, des céphalées, des douleurs musculaires, tendineuses ou articulaires, des troubles du sommeil. Bref, c'est l'objet du petit schéma que j'ai mis là. Vous voyez, je sais pas si on peut le voir. C'est un fil à couper le beurre, hein. C'est l'art de découvrir le ciel, d'inventer le fil à couper le beurre. Mais bon. Je dis parce que en 2020, en avril 2020, j'avais déposé un projet de PHRC visant à évaluer la fatigue chronique et symptômes résiduels 6 mois après la Covid chez les patients, qui a été retoqué, parce qu'on a vu que c'était pas très intéressant, mais c'était prémonitoire, et parce qu'on savait que les coronavirus étaient des vecteurs de savants de fatigue chronique. Tous les coronavirus identifiés se sont associés à des savants de fatigue chronique, sauf que les épidémies étaient sans commune mesure avec la pandémie Covid-19, hein, que ce soit le MERS, le SRAS, le COVID-1, par exemple, il en fait d'autres. On a vu des patients qui avaient développé des syndromes de fatigue chronique après, donc ça, il y avait, c'était certain qu'on allait avoir ça. C'était, vu l'extension de la pandémie, la diffusion de l'infection, même si vous avez 1% des patients, bon là c'est 10%, mais même s'il n'y aurait eu qu'1% des patients, ça aurait été quand même une catastrophe. Bon, les troubles cognitifs, ils sont très importants. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc ça, je vais pas revenir dans le détail parce que je pense que Mehdi, c'est dans l'après-midi hein, que tu parles à 16 heures. Donc, il ne faut pas chercher Mehdi à 14 heures, bien sûr. Ça, il fallait bien que je la place. Je cherchais l'opportunité, je l'ai trouvée. Voilà, donc, et c'est ce qui nous a conduit à proposer le projet Communicolis dont je vous parle. Voilà, un mot de physiopathologie, donc, très schématiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette super figure qui, comme toutes les figures qui veulent concentrer, sont finalement pas si informatives que ça. Mais schématiquement, il y a deux éléments qui sont considérés, deux pistes, qui sont celles d'une activation immunitaire chronique persistante à bas bruit, et l'autre qui est celle des microtrombies et de la dysfonction endothéliale. Donc, c'est deux pistes qui sont assez intéressantes. Et puis, je voudrais vous parler d'un travail qui avait fait grand bruit, peut-être pas assez dans le public, en tout cas dans le monde des neurosciences, un travail qui a été publié dans Cell, et des gens qui avaient travaillé pour une équipe de Stanford qui avait cherché à expliquer l'atteinte neurocognitive dans le PAX. Et donc, ils ont montré la chose suivante, ils ont montré que l'infection par le virus, ça augmente la réactivité microgliale dans la substance blanche. Alors, la microglie, les cellules microgliales sont les macrophages du cerveau. Hein, ce sont des cellules macrophagiques. Donc, évidemment, c'était pas dénué d'intérêt. Et chez l'homme, ils ont étudié des cerveaux
post-mortem donc de patients décédés, des gens qui n'avaient pas eu le Covid et des gens qui avaient eu la Covid. Et j'ai repris le papier pour regarder dans les datas supplémentaires ce qu'avaient les patients qui avaient été autopsiés. Ceux qui n'avaient pas la Covid, ils avaient été infectés, enfin, il y avait des trucs assez lourds, hein. C'était pas des gens qui étaient morts comme ça. On aurait pu penser qu'il y aurait eu des effets d'activation inflammatoire immunitaire sur le cerveau. Et quand vous comparez avec les Covid, vous voyez, c'est sans appel, il y a beaucoup plus d'activation microgliale chez les sujets décédés de Covid. Covid aigu, hein, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un Covid aigu, vous avez une réaction immunitaire intracérébrale dans la substance blanche qui est démontrable. Alors, c'est des patients décédés, des patients sévères, qui avaient probablement des charges virales importantes. Enfin, on peut toujours trouver, mais vous voyez, c'est quand même assez net. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ici les souris. Alors, pour faire attraper la Covid aux souris, c'est pas simple. Parce que la souris n'est pas réceptive au SRAS-CoV-2. Elle n'a pas le récepteur, comme on dit, c'est-à-dire la molécule qui permet l'entrée dans la cellule, qui est ACE2, c'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, donc qui est exprimé par beaucoup de cellules dans l'organisme, pas toutes, mais notamment les cellules respiratoires, qui l'expriment à des très forts taux, et le virus se colle sur ce récepteur, et la cellule, on pense qu'il y a un truc pas normal, elle l'internalise pour essayer de l'éliminer, elle l'élimine, tout va bien, elle n'arrive pas à l'éliminer, tout va mal. On fait une infection. Et donc, pour la souris, pour infecter la Covid, il faut faire une souris transgénique dans laquelle on fait exprimer en lieu et place de son récepteur à l'angiotensine, le récepteur à l'angiotensine humain. Donc, c'est des souris humanisées. Et puis après, on peut bricoler, si on veut, en mettant ce qu'on appelle des promoteurs tissus spécifiques. Donc, on va avec là encore, en bricolant les gènes de la souris, on peut arriver à faire exprimer ce récepteur dans un type particulier de cellule. Mais là, c'est une souris classique qui exprime de manière ubiquitaire. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on lui fait un petit Covid, donc là, elle fait un Covid qui n'est pas très sévère, on n'essaye pas de la tuer avec le Covid, on lui fait faire un Covid dont elle va échapper. Donc, un Covid modéré, avec Covid, et on voit qu'elle fait, alors en haut, c'est à 7 jours, et si je ne m'abuse, et en bas, c'est à 7 semaines. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, donc, vous voyez pas, mais les courbes, les schémas à côté l'indiquent. En fait, on voit l'activation des cellules microgliales qui est très importante. Donc, vous voyez, on retrouve cet élément. Vous prenez une souris, vous la rendez capable d'être sensible à la Covid et elle va avoir une activation inflammatoire dans le système nerveux central. Alors, on est chez la souris, donc une fois qu'on a c'est relativement plus simple, on a des marqueurs de neurogénèse. Alors, le marqueur de neurogénèse, vous voyez, ils sont plusieurs. On va marquer ce qu'on appelle les neuroblastes avec un marqueur qui s'appelle le corpide, donc je vais passer là-dessus. Et ce qu'on voit, on regarde le gyrus denté, qui est une zone de l'hippocampe où il y a de la neurogénèse, y compris de manière prolongée dans la vie, et on voit qu'on a une diminution de la neurogénèse chez les souris infectées. Vous voyez, donc non seulement on fait de l'inflammation, mais en plus on diminue la neurogénèse. Il y a des cytokines et des chémokines, donc des médiateurs d'inflammation qui sont capables d'inhiber la neurogénèse, c'est l'IL6 et CCL11, qui est aussi un cléotaxine, et on les a retrouvés chez ces souris infectées. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez des patients Covid long, est-ce que je peux faire, est-ce que vous voyez la flèche se déplacer? On est ici c'est dans
dans les sérums des patients, eh bien, on voit qu'on a des taux plus élevés. Alors, il y a un chevauchement, il y a un overlap, hein, mais c'est néanmoins intéressant. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait net. Et ce qui est intéressant, c'est que CCL11, quand vous l'injectez à une souris, ne va pas activer l'inflammation. Donc, il faut un autre facteur, et il faut en même temps avoir une infection par le coronavirus. Et là, quand vous faites ça, eh bien, si vous infectez les souris, vous leur injectez CCL11 en intrapéritonéal, eh bien, vous allez avoir une accentuation de l'inflammation et une accentuation de la diminution de la neurogènèse, une plus grande diminution de la neurogènèse. Et le dernier point que ces chercheurs ont montré, c'est que on allait diminuer le nombre de précurseurs des oligodendrocytes. Alors, les oligodendrocytes, ce sont les cellules myélinisantes dans le système nerveux central. C'est ce qui est responsable du fait qu'on ait de la myéline dans la substance blanche. Ce sont par exemple, des cellules qui sont directement atteintes dans la sclérose en plaques. Eh bien, vous allez voir justement qu'on a une diminution des précurseurs et une diminution du nombre des oligodendrocytes. Et quand on regarde nos souris Covid, qui sont normalement ici, on voit une diminution de la myélinisation des neurones, comme on l'observe dans un modèle toxique qui est celui du méthotrexate dans notre radical, hein, dont on sait, par exemple, chez l'homme, que ça peut induire des troubles cognitifs, et c'est utilisé chez la souris, vous voyez, de manière assez spectaculaire. Donc, le schéma qui avait été proposé par ces auteurs pour expliquer qu'il y a une atteinte cognitive, en tout cas qu'il y ait des troubles neurologiques centraux chez les patients qui avaient un Covid, et notamment un Covid long, c'est le fait que le virus induise une réponse inflammatoire au niveau du système nerveux central, une augmentation des cytokines, une production de cytokines pro-inflammatoires dans le liquide céphalo-rachidien, une activation des cellules microgliales, donc des macrophages du cerveau, avec ce qui entraînait une diminution des oligodendrocytes, une diminution de la myélinisation et une diminution de la neurogénèse hippocampale, dans l'hippocampe. Voilà, donc vous voyez des éléments, des facteurs qui permettent de faire un lien entre une infection qu'on ne détecte pas dans le cerveau, qui a existé mais qu'on ne détecte pas dans le cerveau, et des troubles cognitifs éventuels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Je suis d'accord, la neuroanatomie, c'est un peu rugueux. Je veux bien. Si vous pouvez prendre le micro. Oui, il faut le micro pour que ça passe pour les micros. Est-ce qu'il y a eu des études chez les enfants et une comparaison entre les enfants et les adultes? Alors, pas à ma connaissance sur ce plan. Et notamment, il n'y a pas eu d'études, par exemple, ce qu'a pu être fait par les chercheurs. Hein. Bon, moi, je pense que ça a suivi à leur peine, ils ont publié un enseigne, donc je pense qu'ils n'avaient pas besoin de data additionnels. Mais on aurait pu faire des études chez les souris, par exemple. Des questions qui sont importantes, effectivement. Question de barrière, hématoménager qui n'est pas constitué, terminé, notamment dans la petite enfance, etc. Je pense que très sincèrement, ça rend encore plus circonspect sur les conséquences de la Covid chez les enfants. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur vous avez cité le papier de Dominique Salmon Oui. En 2021. Je voulais avoir confirmation à quel moment ont été choisis les patients sur les 70 patients, parce que il me semblait qu'à un moment donné, on ne pouvait pas venir à l'hôpital, par exemple. Voilà. Y a-t-il eu une fenêtre qui pouvait empêcher que les personnes viennent voir des médecins? Oh non, ça c'est, enfin,
Dans l'article de Dominique Salmon, les patients étaient des patients Covid long au sens HS du terme. Hein. Donc, c'était voilà, c'était au-delà des 28 jours, c'était plutôt des gens qui avaient des symptômes, surtout dans le premier papier. Hein. C'est des gens qui avaient des symptômes genre 3 mois, 6 mois après l'infection. Il y a plus de restrictions. Bien sûr. Bonjour. Vous avez parlé de problèmes neurocognitifs, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes neuromoteurs qui ont été étudiés ou pas? Dans les Covid ou Covid long? Ouais. Parce que dans les Covid qu'on a, il y en a en fait pas beaucoup. Pas beaucoup, notamment les atteintes musculaires ont été vraiment parcellaires. Enfin, on travaille dessus. Donc, mais ça n'a pas été une explosion. Après, on peut pas dire que dans les Covid longs, il y ait de vrais problèmes. Alors, il peut y avoir des plaintes des patients qui sont des plaintes locomotrices, mais souvent il y a un décalage entre la plainte et ce qu'on observe à l'examen. Donc ça, à proprement parler de neurolocomoteur, c'est pas quelque chose d'habituel. Alors ça peut s'observer au cas par cas, comme toujours. Hein, ça, il y a toujours des patients qui sortent du schéma général, mais c'est pas forcément une règle. Pas d'autres questions? Bon, et ben on va vous partager l'expérience mondorienne. Gianmarco Sacco. Donc Gianmarco Severa, c'est un neurologue italien qui nous a rejoint pour travailler, qu'on espère garder durablement à Henri Mondor. Voilà, c'est parfois nécessaire de passer le thé. Gianmarco Sacco. Merci beaucoup, monsieur. Alors, bonjour à tous. Merci, monsieur, de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous exposer ma présentation focalisée sur l'évaluation myologique chez les patients long Covid, intitulée Post-acute COVID-19 syndrome ou long Covid, évaluation myologique chez une petite cohorte de 22 patients adultes. Les Covid longs, c'est une condition actuellement définie par la persistance des symptômes somatiques après la phase aiguë d'une infection SARS-CoV-2. Les personnes infectées peuvent développer des symptômes hétérogènes pendant des semaines, des mois et même des années, caractérisés par plusieurs symptômes, surtout fatigue générale, douleur musculaire, difficultés respiratoires et troubles cognitifs. Actuellement, le Covid long, c'est un problème de santé globale. Effectivement, il y a presque 30% des patients non hospitalisés par la Covid aiguë qui peuvent développer les Covid longs, et ce pourcentage arrive jusqu'à 80% des patients qui sont hospitalisés pendant la phase aiguë. Comme déjà montré par Messier, il y a des études qui montrent qu'effectivement, la symptomatologie liée au Covid long commence à se développer après presque 4 semaines du début de la symptomatologie. Ça, c'est lié souvent à la diminution de la charge virale. Et donc, la caractéristique importante, c'est que les patients qui développent le long Covid, ils ne présentent pas l'infection active. Donc, ils sont PCR négatifs. Je veux très vite sur la partie clinique qui a été déjà développée par messieurs. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent montrer effectivement des altérations à plusieurs niveaux. Spécifiquement, l'étude de la population, de notre population, a été développée sur 22 patients adultes, 77 femmes et 23 hommes, âge moyen 47 ans. Nous avons évalué si les patients, ils avaient effectivement un substrat auto-immune. Et nous avons trouvé simplement une patient avec un HLA-B27 positif et un autre patient avec des auto-immunités cutanées, comme un pemphigoïde bullosus et un vitiligo. Certainement, les comorbidités respiratoires étaient un peu plus élevées, surtout l'asthme, qu'on a trouvé chez 7 patients sur 22. Tous les patients de la population, ils ont présenté un Covid entre le 2019 et 2023, confirmé par PCR. Et 7 patients, donc le 32%, ils ont présenté aussi une deuxième infection Covid. En général, tous les patients, ils n'ont pas présenté des formes très graves, surtout des formes flu-like, donc avec des symptômes légers comme des fièvres
fièvre passagère ou asthénie, sauf 2 patients qui ont présenté effectivement des symptômes toujours assez légers mais particuliers. Par exemple, il y avait une patiente qui a présenté des troubles fonctionnels de la marche et un autre patient qui a présenté des épisodes récurrents de dysphonie. Seulement un patient de la population a présenté effectivement une forme de Covid aigu très grave qui a nécessité l'hospitalisation et la ventilation invasive. Nous avons aussi évalué la présence des comorbidités qui sont souvent liées, par exemple, à l'encéphalomyélite myalgique et à la syndrome de la fatigue chronique, surtout comme diagnostic différentiel. Nous avons effectivement regardé cette comorbidité, spécifiquement le SMA, la maladie de Lyme, la fibromyalgie et l'allergie à l'os. Nous avons vérifié si les patients qui ont arrivé à l'évaluation clinique, ils avaient déjà ce type de diagnostic. Pour la fibromyalgie en particulier, nous avons aussi vérifié activement la présence de la symptomatologie et donc nous avons vérifié si les patients avaient aussi la positivité à moins 11 sur 18 trigger points pour faire les diagnostics. Vous voyez que les pourcentages sont plutôt basses. Tous les patients de la population, ils ont commencé à développer, après des semaines ou quelques mois, une symptomatologie très hétérogène, caractérisée surtout par la présence d'une fatigue très invalidante, empêchant le fonctionnement social, professionnel et familial, de troubles cognitifs et de troubles du sommeil. C'est important de souligner comme la plupart de la population, 19 patients, ils n'ont jamais présenté une phase de récupération. Seulement 3 patients sur 22, ils ont présenté une petite phase de récupération, mais après suivie par une importante rechute. Donc, l'étude que nous avons développée s'est focalisée particulièrement sur l'évaluation clinique et sur les examens paracliniques. Au niveau de l'évaluation clinique, tous les patients, ils ont reçu une évaluation neuromusculaire approfondie à la recherche des signes spécifiques d'attente musculaire comme atrophie musculaire, faiblesse musculaire spécifique, attente motoneuronale. Nous avons aussi appliqué les critères diagnostiques de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de la fatigue chronique. Au niveau paraclinique, tous les patients, ils ont été explorés à plusieurs niveaux avec les dosages de CPK, des examens d'électrophysiologie, spécifiquement l'EMG, des imageries musculaires sous forme d'IRM chez les patients qui présentaient la symptomatologie musculaire la plus importante, jusqu'à arriver à un nombre limité de patients à développer aussi la dysphie musculaire pour l'étude du patient. Les troubles cognitifs ont été étudiés au niveau paraclinique avec le TEP IRM cérébral. Les critères diagnostiques de l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de la fatigue chronique que nous avons utilisés sont 4 spécifiquement. Donc, le classique critère de Fukuda, le premier critère développé en 1994, après les International Consensus Criteria, NAM Criteria, et le dernier NICE Criteria du 2021-2022. Pour ce qui concerne les résultats de l'évaluation neuromusculaire, vous pouvez voir, effectivement, nous n'avons pas trouvé des patients avec un véritable déficit musculaire. Donc, le bilan musculaire, c'est 5 sur 5 au niveau facial, axial et au niveau des membres. Il n'y avait pas des patients avec des formes d'atrophie musculaire localisées. Il n'y avait pas des patients avec atteinte motoneuronale et pas des patients avec des symptomatologies compatibles avec un dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire. Au contraire, nous avons trouvé les 100% des patients atteints par une fatigue chronique, 100% avec des malaises post-effort, 100% avec des troubles cognitifs importants, surtout sous forme de perte de la mémoire à court terme et brouillard cérébral, et les 82% des patients avec des myalgies, parfois mal systématisées, mais souvent localisées au niveau des membres inférieurs, surtout au niveau des cuisses. Ces éléments-là sont de red flag pour un neurologue dans le domaine des maladies neuromusculaires et ils doivent faire penser à la syndrome de la fatigue chronique encéphalomyélite myalgique. Spécifiquement, vous voyez ici, il s'agit d'un travail de revue de 2023 où effectivement l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de la fatigue chronique, le Covid long, ils partagent beaucoup d'éléments en commun, surtout par exemple la fatigue, les malaises post-effort, les troubles cognitifs et les myalgies. Il y a aussi des petits éléments qui nous aident pour clairement comprendre s'il s'agit d'un long Covid ou d'une encéphalomyélite myalgique. Par exemple, chez les longs Covid, on a souvent des troubles au niveau du goût de l'odorat. Au contraire, au niveau de l'encéphalomyélite myalgique, on a souvent des sensibilités au niveau des médicaments, un tinnitus ou aussi des ganglions douloureux.
Donc, à ce point-là, nous avons une population des long Covid devant de patients qui présentent des symptomatologies qui peuvent coller avec la syndrome de la fatigue chronique. Donc, nous avons vérifié ça avec tous les critères. Spécifiquement, les 100% des patients, il va satisfaire les critères de Fukuda. Les 100% des patients satisfont les International Consensus Criteria. Et c'est la même chose pour les NAM et aussi pour le dernier critère. Les critères NICE de 2021-2022 sont les critères les plus récents. Ils sont un peu plus simples par rapport aux autres et surtout, ils ont introduit les concepts qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 6 mois de symptomatologie pour poser la diagnostic. 3 mois, c'est suffisant. Pour ce qui concerne les examens paracliniques, donc, nous avons effectué les dosages de CK. Le CPK, créatinine phosphokinase, c'est un enzyme qu'on trouve à l'intérieur des cellules musculaires. Donc, dans les domaines des maladies neuromusculaires, quand on va doser le CPK, nous avons un marqueur des lyses musculaires. Normalement, dans les maladies musculaires, par exemple les dystrophies musculaires, nous pouvons trouver dans les phases initiales de la maladie une élévation très élevée des CK. Vous voyez la plupart des patients, les 95%, ils ont présenté un niveau normal des CK. Seulement une patiente, elle a présenté un niveau plus élevé jusqu'à 1200 unités litres. Nous avons donc effectué des examens d'électrophysiologie, spécifiquement l'électromyogramme, que c'est un examen qui nous permet de voir effectivement l'activité des muscles en détection avec l'aiguille. Mais aucun patient il a montré des altérations spécifiques au niveau de l'électrophysiologie pour ce qui concerne par exemple la présence d'un attente myogénique des traces ou neurogéniques. Chez les patients qui présentaient la symptomatologie musculaire sous forme des myalgies la plus importante, surtout au niveau des cuisses, nous avons aussi effectué des images, des tests d'image, donc l'imagerie musculaire sous forme d'IRM musculaire. Nous avons utilisé des séquences T1 et STIR. Les séquences T1, ils sont des séquences qui nous permettent de voir effectivement s'il y a des altérations au niveau du muscle dans le sens des sous. Vous voyez en gris les muscles et en blanc les gras. Quand il y a un souci très important, la partie du muscle en gris est substituée par les gras et donc aux images elle est blanche. Les séquences en STIR, au contraire, nous aident pour vérifier s'il y a des inflammations. Vous voyez que personne a montré effectivement des altérations à ces niveaux-là des patients qui ont été explorés avec l'IRM musculaire. Les patients qui ont présenté aussi des troubles cognitifs très importants, ils ont reçu un bilan neuropsychologique. Il s'agit de 7 patients sur 22 et 3 patients sur 7, ils ont présenté un pattern assez proche au pattern de l'encéphalomyélite myalgique syndrome de la fatigue chronique, avec une faiblesse de la mémoire immédiate, des troubles de l'attention sélective et une carence de ressources attentionnelles. Nous avons aussi étudié les patients qui présentaient la symptomatologie cognitive la plus importante, aussi avec un examen paraclinique, que c'est la TEP-IRM cérébrale, avec 18 FDG. La TEP-IRM cérébrale avec 18 FDG, c'est un examen qui a été déjà étudié et utilisé chez les patients avec encéphalomyélite myalgique, parce qu'on a vérifié qu'il y a souvent la présence d'un hypométabolisme des régions corticales postérieures, du cervelet, des amygdales et des régions hippocampiques aussi. Nous avons donc appliqué la TEP-IRM cérébrale chez les patients qui présentaient les troubles cognitifs les plus importants, 8 patients sur 22, et nous avons trouvé dans les 50% des cas un pattern non compatible avec syndrome de la fatigue chronique et dans les 50% des cas un pattern compatible, complet ou partiel. Voici les images d'un patient long Covid que nous avons étudié avec la TEP-IRM cérébrale et effectivement vous voyez qu'il y a des zones d'hypométabolisme au niveau des régions postérieures et au niveau du cervelet surtout. Ici, c'est le même concept déjà expliqué par messieurs, donc je vais très vite sur les possibles mécanismes à la base du développement des troubles cognitifs dans les longs Covid, surtout l'altération inflammatoire qui arrive avec les cytokines au niveau central et donc des altérations au niveau de la myélinisation et de la neurogénèse hippocampique. Les patients qui présentaient effectivement la symptomatologie la plus invalidante, même avec les MG négatifs, l'IRM négatif, nous l'avons étudié aussi avec la biopsie musculaire. Donc, 3 patients sur 22. Vous voyez que 2 patients sur 3, ils ont effectivement montré des petites altérations des immunitaires sous forme d'un filtre inflammatoire et d'expression de l'HLA-ABC, normalement pas exprimée au niveau des myocytes simples.
En conclusion, le phénotype des patients COVID long de la cohorte satisfait tous les 4 types de critères de l'encéphalomyélite myalgique syndrome de la fatigue chronique dans les 100% des cas. Les symptômes strictement neuromusculaires les plus fréquents dans notre cohorte est représenté par le myalgie. La TEP-IRM cérébrale avec X8-FDG, c'est effectivement un moyen utile pour étudier les patients COVID long, témoignant souvent un pattern d'hypométabolisme postérieur trouvé aussi chez les patients syndrome de la fatigue chronique. Et au final, la biopsie musculaire réalisée chez un nombre petit des patients, elle a montré quand même des petites altérations des immunitaires. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette présentation qui était très intéressante et qui, je pense que vous avez noté quand même une différence par rapport dans les résultats qu'on a, par exemple, par rapport notamment à la lymphocyte ou aux autres LCC. Il y avait une question que tu as pas citée. Je vais d'abord faire juste un petit commentaire sur parce qu'il a été proposé comme mécanisme du brain fog, du brouillard cérébral dans les patients, que ce soit des troubles circulatoires. Or, quand on fait la TEP-IRM, une des particularités d'utiliser cet examen hybride, c'est qu'on peut justement analyser à la fois la perfusion et le métabolisme. Et qu'on a, c'est ce qu'avait montré un découplage entre perfusion et métabolisme. Donc on a un mycométabolisme, mais qu'on n'a pas un défaut de perfusion. Donc l'idée comme ça qui a été lancée, parce qu'on trouve des troubles circulatoires périphériques chez les patients qui sont accueillis, c'est les troubles circulatoires qui vont expliquer les manifestations chez les patients, c'est pas ça. Alors, l'autre question que j'ai posée, mais je sais pas si tu vas avoir la réponse, c'est sur les neuropathie et petites fibres qui ont été très mises en avant. Alors, effectivement, il y avait des patients de la population qui présentaient aussi une neuropathie des petites fibres. C'était pas un pourcentage très élevé. Et c'était les patients, par exemple, qu'on a étudiés souvent avec l'EMG, parce que c'était des patients qui présentaient des symptomatologies sensitives distales au niveau des pieds, dans la plupart des cas, qui avaient déjà un diagnostic avec des neuropathies des petites fibres, diagnostiquées ou avec la biopsie cutanée ou avec les études électrophysiologiques. Donc, ils ont effectivement les patients qui ont été étudiés avec l'EMG. Il y avait un petit pourcentage, pas beaucoup, mais il y avait. Je sais pas si on ici pour le micro pour la vidéo. Merci de votre intervention, Marie Leroux, avocate. J'ai des interrogations sur le TEP-TDM, puisque je ne suis que juriste et donc parfois je me perds dans les notions médicales. Je ne sais pas, parce que je digérais l'information, est-ce que vous avez donné des données chiffrées sur les TEP-TDM réalisés sur des personnes souffrant de Covid long? Il y en avait combien? Alors, il s'agit d'une TEP-IRM. Donc, c'est la résonance magnétique. Nous avons effectué effectivement la TEP-IRM cérébrale chez les patients qui présentaient les troubles cognitifs les plus importants. Donc, c'était 8 patients. De 8 patients, le 50% des patients, ils ont montré un pattern compatible avec le pattern déjà démontré chez la syndrome de la fatigue chronique. Donc, l'hypométabolisme postérieur, ça veut dire qu'il y avait des régions du cerveau qui marchaient un peu moins par rapport aux autres, au niveau seulement d'activité. Donc, il n'avait pas d'altération à l'IRM, il n'avait pas d'ischémie, il n'avait pas d'altération organique, seulement du fonctionnement d'activité neuronale. Et 50% des patients qui n'ont pas montré d'altération spécifique. Il y avait par exemple d'autres altérations dans les autres régions corticales, mais qui ne sont pas associées par exemple à la syndrome de la fatigue chronique. Après, il y avait des patients qui avaient des TEP-IRM normales. Donc 50% TEP-IRM compatible avec encéphalomyélite myalgique, 50% des patients qui n'ont pas de TEP compatible avec l'encéphalomyélite myalgique.
Et les 50% autres, on Oui. explique comment les Oui. modifications? Alors, en général, vous savez, le cerveau, c'est pas un élément fixé. Donc, l'activité cérébrale, même au niveau de l'activité qu'on peut étudier avec les 18 FPG, qui c'est du glucose. Donc, les neurones, ils marchent avec les glucoses. L'activité neuronale, ça change selon aussi l'activité du moment. C'est-à-dire, il y a des phases, il y a clairement des pathologies, par exemple l'Alzheimer, où il y a effectivement d'hypométabolisme qui présente un pattern très évident, très connu. Et après, il y a par exemple tous les patients qui présentent les formes d'MCI, Mild Cognitive Impairment, que c'est pas une maladie définie, avec des critères, c'est-à-dire c'est pas une condition qui est liée à une maladie spécifique. Il y a des conditions où on trouve l'MCI chez des patients qui présentent des maladies différentes ou chez des patients qui présentent simplement une phase d'altération comme ça. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a effectivement des altérations d'hypométabolisme dans les 50% des patients qu'on a trouvés qui sont totalement spécifiques. Des fois, ce sont des régions péricylviennes, donc une partie qui est sur le côté de la motricité. Des fois, c'est des régions frontales, mais il n'y a pas d'autres patterns spécifiques pour une maladie. Merci, excuse-moi. Pourquoi 22? Pourquoi pas plus? Qui a validé le nombre? Et que vaut l'étude par rapport à une publication nationale, etc. Je suis un peu, pardon, que je comprenne bien, parce que le travail est absolument gigantesque. Nous aussi, on vous valide, on veut que vous restiez, et très utile, mais pourquoi 22? Bon, c'était pas un choix. C'est-à-dire, on a commencé avec 22 patients, et on a reçu tous les patients, mais on est en train d'augmenter le nombre des patients. On a choisi 22 simplement parce que c'était les patients qui avaient effectué tous les examens, pour montrer les résultats. Et il y a tous les patients qu'on voit chez le Covid, on va l'introduire le rétrospect. D'accord, donc c'est une étude dynamique qui va progresser, bien sûr. D'accord. Je mets juste un complément. C'est 22 patients, donc John Marco a reçu des patients Covid long, chez qui il a évalué notamment tous les critères cliniques. Ce qui n'est pas le cas de tous les patients qu'on a pu voir en consultation. C'est vraiment une activité qui était spécifique justement et qui est très chronophage d'évaluer très finement les patients, ce qui effectivement est en soi un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que quand on a le temps de reprendre tous les critères, là les patients ils répondent complètement à tous les critères. On peut faire même une stratification des symptômes en fonction, parce qu'une fois les critères c'est une chose, mais quand on répond à un critère, c'est qu'on a une série de symptômes présents et qu'à partir de là, on peut faire on peut dessiner un peu le profil, le paysage symptomatique de ces patients. Donc c'est un travail effectivement qui paraît limité comme ça et qui n'est pas une collection de plaintes apportées par les patients, ce qu'on fait tous en consultation dans les dossiers. Monsieur Machin vient, il se plaint de perdre ses cheveux, d'avoir le nez rouge et de baver le soir. Bon, ok, on note. Mais voilà, ça c'est ce qu'on fait dans l'activité de soins habituelle. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu systématique, qui est de la bonne médecine, hein, il y a pas de doute, mais là on change de braquet en termes de temps consacré aux patients, c'est ce qu'on devrait faire. On n'a pas l'occasion de le faire dans la routine, malheureusement, qui est très difficile. On l'a un peu fait parce que ça nous paraissait important d'avoir cette information, et surtout c'est préparatoire, ce dont je vais vous parler. Donc c'est acquis que tous les Covid longs sont des SFC. Non. C'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Bon, les on peut mieux faire. D'accord. Non, alors, justement, c'est exactement, c'est une des choses intéressantes. C'est une des choses qu'on a voulu évaluer, nous. C'est-à-dire les patients qui nous ont sollicité pour des Covid longs se sont avérés tous avoir des symptômes de fatigue chronique. Moi, c'est
une hypothèse de travail qui me paraît crédible, voilà, plausible. On est sur des petits effectifs, hein, on ne peut pas tirer des conclusions très larges, mais ça montre bien que des publications sur le Covid long, il y en avait une, celle où on avait regardé, je vous avais montré les résultats sur le Talmus, c'est des patients qui étaient évalués à partir de 2 mois, par exemple. Donc certainement, ils ont eu des patients qui avaient des troubles cognitifs. D'abord, ils ont pris ceux qui se plaignaient de troubles cognitifs, mais il est vrai que il y a des patients qui ont autre chose. Donc c'est ce que j'avais montré dans justement dans la présentation sur le Covid, c'est-à-dire qu'il y a quand même un côté protéiforme, notamment au début, parce que tout ce qu'on classe comme Covid long n'est pas équivalent. Il y a une stratification du Covid long. Le terme Covid long est un terme un peu biaisé. Et enfin, pas biaisé, mais qui est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'il recouvre, il englobe, c'est un chapeau qui englobe tous les symptômes qu'ont les patients qui ont eu la Covid et qui continuent à en avoir 28 jours après le diagnostic initial de Covid. Alors, 28 jours. Ah, ça paraît long, évidemment, quand vous êtes malade, mais on voit bien que maintenant, avec le recul, il n'y a rien. Et c'est 4 semaines, enfin voilà. Et donc, quand des patients qui ont passé, vous imaginez, 3 semaines au réa, évidemment, ils vont avoir, si vous les voyez à 1 semaine après avoir été extubés, je peux vous dire qu'ils sont pas frais. Moi, j'ai des vues, on en a biopsié, enfin, et ils étaient quand même très, très impactés. Maladie très grave, hein, pour certains. Donc, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui fait un Covid léger avec une anosmie qui dure 48 heures et qui va commencer à développer 1 mois, 2 mois, 3 mois après la Covid, qui commence à se fatiguer, avoir des troubles de la concentration, des palpitations inexpliquées, des choses comme ça. On n'est pas du tout dans le même registre. Pourtant, tout tombe sous le même chapeau Covid long. Donc, c'est l'intérêt de la stratification des patients. Oui, j'aurais une petite question. Est-ce que les personnes qui ont bénéficié des tests IRM ont eu aussi des tests neurocognitifs et qu'il y a eu une corrélation entre les résultats des tests TDM et des tests? Alors, la plupart, oui. C'est-à-dire, les patients qui ont montré une TEP IRM compatible avec un spectre de la fatigue chronique, la plupart, ils avaient aussi effectué les bilans neuropsychologiques qui montraient un pattern assez proche par rapport à ça. Mais maintenant, je me souviens pas effectivement de la pourcentage. La question que vous posez est très très importante, c'est-à-dire est-ce qu'on a une corrélation entre le déficit cognitif mesuré et les images qu'on voit. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, peut-être que Mehdi me contredira, mais je pense que là, d'abord la tête, il faut vraiment, parce qu'on la voit, il faut comprendre ce qu'est la tête. Vous injectez du glucose radioactif et qui va circuler et être capté dans le cerveau. Il est capté parce que les neurones consomment énormément de glucose. Voilà. Et puis après, le produit est éliminé dans les heures qui suivent. Ce qu'on mesure, c'est la captation du glucose, donc on parle de métabolisme, mais on assimile la notamment ce qu'on appelle l'astrocyte, qui est une cellule de soutien, même si c'est pas vraiment le terme, du neurone, qui ont des interactions qui entourent complètement le neurone et qui fait une sorte de filtre extérieur. Et donc l'astrocyte, ça doit être aussi lui qui a peut-être un défaut de captation du glucose. Donc vous voyez, les choses sont pas du tout simples. On n'a pas encore proposé les biopsies cérébrales, mais je pense que ça va être un peu difficile à négocier. Ça serait très intéressant de savoir ce qui se passe exactement. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense que oui. Voilà, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose qui est un biomarqueur qui sert plutôt à stratifier les patients. Et voilà, et on n'a pas encore exploré, épuisé le sujet là-dessus. C'est plus complexe, comme toujours, que c'est ça. Vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, tu as dit de mettre au mot le biomarqueur. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir le lien entre l'imagerie fonctionnelle, enfin TEP IRM, et la cognition, et les tests comme un lien de fréquence plutôt qu'un lien d'intensité.
C'est-à-dire que je pense on peut dégager, ce que tu avais tout à l'heure, on peut dégager des marqueurs supplémentaires, plus quantifiés, moins sujets à l'interprétation, du côté de la neuropsychologie, du côté de l'imagerie. Je pense que c'est vraiment plutôt un lien de fréquence avec vraiment des éléments systématiques qu'on va retrouver chez grande majorité, voire tous les patients qui présentent une fatigue chronique. Donc, il y aurait une différenciation entre les publics. Potentiellement. Pardon? Potentiellement entre les publics. Potentiellement. Entre les troubles du spectre de la fatigue chronique. Oui. Entre les pathologies. Potentiellement des différences, en tout cas au niveau cognitif, à voir, mais bon. Ce qui peut nous intéresser, nous, en tant qu'association de patients, c'est voir si effectivement il y a des différenciations. Moi, je pense qu'il y a, alors là, j'en suis persuadé, parce que, justement, il faut faire, comme toujours, attention à pas tout ramener, tout mettre ensemble. On le voit bien avec Covid long, quand on parle de Covid long, on parle de choses qui sont différentes. Maintenant, on parle essentiellement des patients qui ont des Covid très longs, il y a au-delà de 6 mois qui se présentent comme des syndromes de fatigue chronique post-Covid, en fait, c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est ceux qui restent au-delà des 6 mois, c'est en général, ces patients-là. Mais, je pense que pour les troubles du spectre de la fatigue chronique, c'est un chapeau qui est, intéressant pour englober tous les patients, mais je pense qu'il y a des différences. On n'est pas complètement capable de bien analyser, mais je pense qu'il y a des vraies différences. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et c'est des choses qu'on va progressivement décrypter à analyser. Et puis, je pense qu'on serait tous preneurs d'une analyse différenciée très fine aussi en fonction des différentes origines, qu'elles soient toxiques ou virales. Oui, absolument. Encore que c'est possible. Je suis pas sûr peut-être qu'on arrive à ça. Mais ça fait partie des choses possibles, effectivement. Donc, embêtante, mais les gens ici ont l'habitude des questions très, très rapides parce que vous avez abordé, professeur Rottier, la méthodologie de réalisation du TEP, et questions très intéressées, puisque en expertise, les neurologues m'opposent, enfin, je dis les neurologues, mais c'est plutôt un neurologue, m'oppose souvent le fait que le TEP est très opérateur dépendant. Vous expliquiez le mécanisme de captation du glucose, en quoi de ce fait, ça peut être opérateur dépendant la réalisation du tapis. Alors, c'est opérateur dépendant dans l'analyse et l'interprétation des images et dans les repères. C'est-à-dire que, effectivement, on se base sur les noyaux gris centraux, on compare par rapport aux noyaux gris centraux. Alors là, je sors un peu de mon domaine d'expertise. Pour être franc, ça serait Emmanuel Etti qui pourrait nous expliquer ça plus. Mais on pourra le voir. Alors, cela étant, à un moment comme toujours, effectivement, c'est à Créteil qui est peut-être comme ça. Et en fait, non. À Marseille, et Eric Gage et son équipe, ils observent ils ont les mêmes résultats. Donc, je pense que c'est pas du tout, effectivement, il y a une façon de lire, d'interpréter, de calculer, ça c'est certain qu'il y a des procédures, mais ça rejoint ce qu'on avait, alors, je renvoie au papier qu'on avait fait avec Mehdi sur les troubles cognitifs, sur la méta-analyse des données sur les troubles cognitifs de syndrome de fatigue chronique. On avait, c'était sur 752 papiers qui avaient été publiés. Et en fait, on dit évidemment, vous questionnez des neurologues, ils vont dire ouais, mais tout est son contraire a été décrit. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une disparité qui est liée à la méthodologie qui est de fait. Si vous faites un test d'attention chez les patients, vous allez noter l'attention, vous allez trouver que 80% des patients des troubles. Si vous faites certains tests plus spécifiquement de mémoire, vous aurez beaucoup moins de perturbations, etc. Et après, il faut reconstruire, c'est ce qu'on a fait dans cet article, c'est-à-dire reconstruire le profil cognitif des patients avec des formules de gravité croissante. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et ça rejoignait ce qu'on avait vu chez les patients. Donc c'est vrai que on peut balayer d'un revers de manche
une donnée en disant, tu sais, tout ça, ça dépend de qui fait. Et en fait, c'est vrai que ça dépend de qui fait. La qualité du travail dépend toujours de qui l'a fait. Quand on fait comme dans votre salon, si vous prenez la cochon, ça va aller partout. Puis si vous prenez l'obsessionnel, ça sera parfait. C'est la même chose. Mais la médecine, c'est pas différent. Si vous prenez quelqu'un qui vous reçoit, un médecin qui vous reçoit 5 minutes, il va pas noter les symptômes. Il sera peut-être fait une idée peut-être très rapide et très juste, mais au risque de ne pas notifier des symptômes importants que aurait vu quelqu'un qui avait fait une méthodologie soignée. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Très bien. Merci de votre réponse. Et une dernière question après, promis, j'arrête, très rapide. On a au cabinet quelques encéphalomyélites myalgiques chez les enfants, et donc le parallèle avec le Covid long est intéressant pour nous. Dans tout ce que vous exposez là aujourd'hui, ça ne concerne que les adultes. On fait de la pathologie d'adultes, et les enfants, c'est compliqué. J'ai la même conclusion. Merci. Donc, je vais vous parler d'un projet de recherche qui est lancé. Donc, c'est le projet Covid 2022, pour lequel j'ai reçu un financement de l'ANRS et qu'on est en train de mettre en place avec la DRC, Direction de la recherche clinique de l'APHP. Donc, je vais passer assez vite sur comme ça, comme on a tout dit déjà là-dessus, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les échelles, la batterie. Je vais raccourcir. Donc, brièvement, pour ne pas trop déflorer le propos de Mehdi sur un petit retour de 141 patients qui répondent aux critères SFC, CDC, 94, critères FUNA. On avait fait de la neuroimagerie, c'est l'aspect qu'on voit ici avec qu'on a déjà dit, hein, cet hypométabolisme postérieur qui est quand même tout à fait manifeste. Et voilà, donc on voit chez 92% des patients qui avaient été inclus. Alors l'hypothèse de travail, c'est que les syndromes de Covid long, syndrome Covid post-aigu, persistant, plus de 6 mois, donc c'est ce qu'on appelait les PAX prolongés, justement pour les séparer, les sortir du groupe global. Ça correspond à un syndrome de fatigue chronique avec des déficits cognitifs mesurables. Donc, objectif principal, on évalue les performances neuropsychologiques des patients avec PAX prolongé par rapport à celles obtenues chez les patients qui ont une encéphalite myalgique et qui ont été évalués avant la pandémie. Et les objectifs secondaires, évaluer si les patients avec le PAX prolongé remplissent les critères internationaux pour l'EM-SFC, et comme vous a montré le travail de Gianmarco, je pense que ça va fonctionner. Déterminer si les déficits cognitifs du Covid long prolongé sont en corrélation avec des changements fonctionnels à la tête. Donc là, on va faire la corrélation entre troubles cognitifs et anomalie TEP, et morphologique en IRM. Donc on va faire les deux, et on va en profiter pour mettre en place une biobanque de sang, hein, c'est prélèvements de sang, qu'on pourra utiliser pour d'autres projets de recherche éventuels. Donc c'est une étude qui est comparative, observationnelle, prospective, monocentrique, puisque tout va se passer à Mondor, mais les patients viendront d'ailleurs, hein. Donc, les résultats obtenus chez les patients PAX, Covid long, sont comparés à ceux obtenus chez les patients atteints d'encéphalomyélie myalgique, évalués dans un centre, avant 2020, avant le début des pandémies, et donc, avec la même méthodologie. Donc, l'intérêt, c'est qu'avec Mehdi, on a normalisé, enfin, surtout, on a arrêté de faire ce qui était un problème pour la neuropsychologie, c'est-à-dire des bilans neuropsychologiques qui n'incluaient pas exactement les mêmes tests. Ce qui n'était pas une erreur médicale en soi, hein, ça n'a rien de fautif, c'était une bonne pratique, mais après, quand vous voulez faire des comparaisons de groupe, ça fait des trous dans la raquette. Donc, on a essayé de toujours utiliser les mêmes tests, et c'est l'avantage de l'avoir fait. Donc, les critères d'inclusion pour les patients, il faut qu'ils aient plus de 18 ans, il faut qu'ils aient Covid-19
initial confirmé ou probable sont les critères OMS. Voilà, une durée de PAX de Covid long de plus de 6 mois et qui soit d'accord pour participer. C'est surtout qu'il s'y a signé un consentement. Donc, les critères de non-inclusion, c'est qu'on a des patients du Covid-19 et ça va être un problème maintenant parce que les gens qui sont vaccinés ont des formes très bénignes, font pas forcément les tests, mais peuvent faire probablement quand même des syndromes post-Covid. Et puis, si les patients ont une encéphalomyalgie préexistante, alors là, évidemment, ça sera un problème parce qu'on ne va pas les inclure. Voilà. Et le groupe témoin, c'est un groupe témoin rétrospectif. Voilà, donc ça je passe, ça c'est les définitions, on va pas trop. Et voilà, donc l'évaluation neuropsychologique l'intrigue de Mondor. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sûr, à partir du moment où on inclut les patients, de pouvoir atteindre notre critère primaire, ce qui est une condition de considérer qu'un essai, qu'une recherche a réussi, c'est de réussir l'objectif primaire, puisque ça fait l'évaluation neuropsychologique. Et puis, on va collecter des éléments comme la durée d'évolution par rapport à la phase aiguë et puis d'autres paramètres, notamment d'autres paramètres sur la fatigue, des facteurs d'impact. Voilà. Donc, après, les patients vont être évalués sur les critères de syndrome de fatigue chronique, sur l'intensité, l'impact de la fatigue. On va leur faire une TEP IRM. Et puis après, on va mouliner tous les résultats. Donc l'idée, donc les éléments d'évaluation secondaires, ça sera d'identifier les marqueurs biocliniques qui vont être associés à la survenue de ce syndrome prolongé, et puis la demande. Donc le plan de l'étude, le voilà, donc ça c'est tel qu'on a écrit dans le projet. Schématiquement, tout va se passer en fait sur une journée, c'est-à-dire qu'il y a des visites de pré-inclusion, on voit les patients, puis on les inclut, et le jour où on fait, ils viennent faire le bilan neuropsychologique, les prises de sang, la TEP IRM à Mondor, et puis après c'est fini. L'évaluation, elle est une journée. Voilà, donc les partenaires, donc c'est notre centre, un groupe de cliniciens avec Dominique Salmon-Serron qui a quitté l'Hôtel-Dieu depuis, et puis Diana a quitté Salpêtrière, David Ohr, Raymond Poincaré et Barisien Foch, et puis le service de santé publique qui va faire l'analyse statistique. Voilà, donc ça je passe et je vais surtout vous montrer les chantiers qu'on s'est fixés. Donc globalement, la partie grise, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la question réglementaire. Et sur cette question réglementaire, on est toujours dedans, en fait. Donc normalement, j'avais dit 6 mois, c'était un petit peu optimiste de ma part, peut-être au départ, mais on est en train et je pense que les inclusions commenceront en fait en 2024. Voilà, le recrutement, on va l'étaler sur 6 mois et je pense qu'on va pouvoir, ça sera quand même possible de collecter les données assez rapidement. On verra bien comment ça se passe, et après l'analyse qui viendra à la fin et la publication des résultats, mais en disant qu'on ne sera pas avant 2025, je pense, des résultats crédibles. Voilà, donc je voulais juste vous parler un peu de ce projet qui est intéressant parce que on va essayer de faire justement répondre à cette question, c'est vraiment la question que vous posiez, hein. C'est-à-dire, est-ce que les patients ont des troubles cognitifs mesurables? 2, est-ce qu'ils correspondent à un syndrome de fatigue chronique? 3, est-ce qu'ils ont des anomalies en TEP-IRM? 4, s'ils ont des anomalies en TEP-IRM, est-ce que ça corrèle avec les troubles cognitifs, et puis la mise en place, et puis d'identifier des facteurs cliniques et biologiques qui peuvent être associés à l'émergence de cet état de Covid long prolongé, c'est-à-dire le syndrome de fatigue chronique post-Covid.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Complètement naïve, comment vous arrivez à déterminer si l'hypométabolisme est une conséquence de cette maladie? Ça, c'est une excellente question. Il est bien en peine d'y répondre. Je ne vous remercie pas de l'avoir posé. Non, c'est vraiment une très très bonne question. Comme on a dit, le sentiment qu'on a, c'est que c'est un biomarqueur. C'est-à-dire que c'est associé à la présence de la maladie. Après, est-ce que c'est ça qui cause? Peut-être. Peut-être que c'est un trouble. Enfin, on est au début, de la compréhension des mécanismes. Là encore, moi, je fais beaucoup d'expérimentations, notamment animales, et vous avez vu à quel point les modèles animaux peuvent être intéressants dans l'évaluation. On l'a vu dans d'autres circonstances, c'est vraiment très utile. On n'a pas de bon modèle animal de syndrome de fatigue chronique, malheureusement. Voilà, donc ça va être un défaut. Puis c'est pas facile de faire un tel que chez SO. Pour des questions de résultats, hein. Ben voilà, donc je vais pas pouvoir répondre à votre question. Est-ce que vous avez observé des patients que vous aviez déjà dans le cadre d'une myofascite et qui ont eu le Covid? Est-ce que vous avez procédé à des examens et est-ce que vous avez pu observer des aggravations, des modifications ou d'autres éléments qui sont apparus? Alors, des gens qui avaient des myofascites qui avaient la Covid, il y en a eu, effectivement, qui n'ont pas forcément été aggravés, certains l'ont été, d'autres pas. Voilà, c'est pas d'éléments très nouveaux là-dessus. Non, il y a pas de modification très claire. Moi, je pense que c'est quand même un facteur que chez les patients qui ont c'est ce qui est d'ailleurs la consigne qu'on avait donnée quand il y avait eu la pandémie, c'est-à-dire que les patients soient très précautionneux vis-à-vis des contacts. Ils l'ont été, il y a eu finalement, en fait, assez peu de patients. Il y en a peut-être plus maintenant que ça se relâche qu'au tout début. Voilà, je pense que, de manière générale, je pense qu'une personne qui a, on l'a vu, hein, c'est les comorbidités, c'est potentiellement un facteur favorisant la survenue de la Covid longue. Donc, je pense quand même que il faut être très très prudent, même si, pour ce que j'en ai vu, les patients avaient l'air d'avoir le comportement de gens, monsieur tout le monde, hein. Voilà. Bon, on n'a pas fait d'évaluation statistique précise. Mais voilà. Peut-être en complément, est-ce que c'était un critère de non-inclusion, le fait d'avoir eu un diagnostic d'encéphalomyélite syndrome de fatigue chronique dans les études qui nous ont été présentées? Alors, dans les études qui vous ont été, lesquelles? Celle que nous a présenté Jeanne Marco, par exemple? Oui. Non, ça peut être un critère d'exclusion. C'est-à-dire que là, on prenait les patients qui venaient avec ce diagnostic. Il se trouve que ceux-là n'en avaient pas, mais sur 22 patients, c'est pas, on peut penser à une règle. Par contre, dans le Covid, ça serait un critère d'exclusion. Parce que là, c'est vraiment pour avoir des patients qui soient post-Covid. Si j'ai bien compris l'étude, on essaie de ramener des Covid longs sur des critères de MSFC. Et ma question, c'est actuellement, quand on interroge énormément de médecins, même dans la médecine interne, pour eux, ça n'existe pas. Oui. Qu'est-ce que ça va produire au final? Ben ça va produire de la connaissance. C'est l'objectif, c'est tout. Non, je sais bien. Alors, pour être plus précis, il y a
il y a en médecine interne, il y a beaucoup de collègues qui classent les patients MSFC dans les troubles somatoformes. Ce qui n'est ceux qui avaient été, donc on les avait sortis, puisque c'est des manifestations psychosomatiques. Et en fait, il y a actuellement un sujet qui mériterait aussi qu'on présente, c'est sur les troubles fonctionnels neurologiques, qui sont autre chose, qui sont différents, qui sont des manifestations neurologiques qui n'ont pas de caractère d'organicité, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à des atteintes organiques. Et voilà, donc il y a toute une actualité sur ce sujet en ce moment. Voilà, et oui, c'est la réalité des troubles est débattue. Et le problème des Covid longs, souvent, c'est que, à la différence, par exemple, de ce qu'on voyait, nous, avec les myofasciales macrophages, qui étaient très stéréotypés dans la représentation, il y a un caractère multiforme, protéiforme, qui a été illustré dans les dias qu'on vous a montré avec cette constellation de symptômes, qui justement laisse souvent les médecins penser que c'est d'ordre psychique, psychologique, ce qui d'ailleurs est peut-être vrai, mais n'est pas en soi comment dire, quand bien même ça serait d'origine purement psychologique, ça serait quand même une pathologie. Enfin, c'est pas pour autant que les gens vont bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ma part, je pense que moi, je vis des patients. Alors, c'est assez cocasse, si on peut dire, mais je vois des collègues, des confrères qui font des syndromes post-Covid et qui présentent les symptômes et justement qui sont face à un défaut de reconnaissance de la réalité des symptômes. Et ça, c'est un fait que vous pointez qui est bien vrai. Mais je pense que justement, le fait de faire des études, vous voyez, j'ai travaillé avec mes méthodologistes, on a construit d'études, c'est thématique, ça a été passé au crible d'une évaluation par la NRS, c'est pas nickel. On a obtenu quand même un financement là-dessus, c'est quand même 500 000 euros le financement. C'est l'État qui s'engage là-dessus. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire quand même que la question, elle a paru pertinente à des gens qui sont des spécialistes de la Covid, des immunologistes, des infectiologues. Ça n'aura pas paru débile de faire son fait, sinon on aurait eu le financement. Oui, ça fait. Dans les jurys, vous êtes alors, peut-être un petit peu plus dans le Covid long, je veux dire, mais dans les agences de recherche, on a 10% de réussite des projets, on est peut-être un peu plus, ça, je ne sais pas, mais il suffit que quelqu'un dans le tour de table dise complètement, c'est débile ce truc, ce projet, derrière, là, je peux vous dire, passer à la trappe. Donc, je pense que justement, il y a des courants de pensée, oui, neutres, qui s'opposent, et c'est intéressant d'apporter des arguments, d'explorer. Moi, j'ai pas de guerre. Peut-être qu'on va trouver que les collisions, ils ont tout et n'importe quoi, etc. Peut-être. Mais ça, il faut le faire d'une manière scientifique. Et voilà. Avec une méthodologie, c'est du temps, c'est du travail, et c'est comme ça qu'on crée de la connaissance. Le reste, ça n'en crée pas. Une petite pause? Ouais, allez. Un petit café et ça repart.